Parlons d'Europe, Jacques Osler. Jacques Osler, je rappelle que dans ce nouveau numéro de Parlons d'Europe, nous évoquons le Vatican et l'Europe. Vous avez lancé une analyse basée à la fois sur les raisonnements d'Aristote et puis également sur ceux de Platon. Voyons maintenant comment cette Europe est vue selon les préceptes de Platon. Alors là, Jean-Louis, nous abordons le temps long. Et je vais emprunter à nouveau une image au pape, celle qu'il a brandie devant le Conseil de l'Europe, c'est celle de l'arbre. Bon, l'arbre qui a des racines profondes dans l'histoire, le tronc c'est l'actualité, c'est faire face aux défis avec solidité, et enfin la cime c'est le développement vers le futur. Donc, nous allons aborder les racines chrétiennes de l'Europe. Et là, c'est un refrain de tous les papes. Pie XII l'a dit, identité chrétienne. Paul VI a repris en réaffirmant avec force l'identité chrétienne du vieux continent. Jean-Paul II a surenchéri et on se souvient de la bataille qu'il a livrée en faveur de la reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule du traité constitutionnel. Y est-elle, cette reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe dans ce préambule du traité constitutionnel ? Eh bien, Jean-Louis, le traité constitutionnel a été blackboulé par les Français et Hollandais, donc il n'a jamais été adopté en 2005, suite à 2 référendums. En revanche, en 2007, on lui a substitué le traité de Lisbonne. Et figure dans le traité de Lisbonne cette référence aux racines religieuses mais non pas chrétiennes. Donc, le pape n'a pas réussi ce qu'il souhaitait et il en était fort marri. On parle de Jean-Paul II, bien évidemment. On parle de Jean-Paul II. Alors, il expliquait que le christianisme a été pour notre continent un facteur primordial d'unité des peuples et des cultures et de promotion intégrale de l'homme et de ses droits. Donc, la chrétienté a joué un rôle important. Benoît XVI, lui, dit qu'il met en garde à l'égard d'une Europe oublieuse de ses propres racines en disant qu'il ne faut pas jouir d'un héritage en niant ses origines. Et puis, Benoît, c'est le nom du saint patron de l'Europe. Et dès son arrivée, dès son élection, il a choisi ce nom par référence à l'Europe. Alors, tous disent qu'il faut faire redécouvrir l'immense patrimoine de culture et de civilisation que le christianisme a constitué au cours des âges dans tous les pays de notre continent. Jean-Paul II dit « Vieille Europe, retrouve-toi toi-même, sois toi-même, découvre tes origines, avive tes racines. » Ça, c'est pour la mémoire. Et Benoît XVI demande que les chrétiens soient le sel de la terre et le levain de la pâte pour l'Europe. Il souligne la responsabilité active des minorités créatives. Et là, c'est pas la mémoire, c'est l'action. Alors, Jacques, on peut quand même souligner, après les propos de tous ces papes, qu'il y a une crise morale et spirituelle au sein du vieux continent. Hélas, Jean-Louis, oui. Cette crise morale, nous l'avons sous les yeux. Alors, elle procède, semble-t-il, du grand basculement qui nous affecte. Grand basculement démographique, économique, stratégique, politique. C'est l'arrivée du monde multipolaire que nous souhaitions, mais qui relativise notre puissance. C'est la montée des pays émergents. C'est aussi la domination de l'idéologie néolibérale, du marché roi et du triomphe insolent de la finance, de la globalisation sans régulation qui est à l'origine de la crise de 2008. L'être humain est devenu un engrenage d'une mécanique intégrée selon son utilité, ce qui conduit à la culture du déchet. Ça, c'est ce que dit le pape François. Il y a en sorte une confusion entre fin et moyen. L'homme qui devrait être la mesure de toute chose n'est finalement qu'un moyen de production intégré dans un système. Et nous assistons aussi à l'absolutisation de la technique, comme l'a dénoncé le philosophe Heidegger. Ça veut dire que la technique, qui est condition du progrès, devient une contrainte quand sa motricité devient excessive et qu'elle s'emballe, parce qu'elle déstabilise et aliène l'homme. Alors, il faut chercher des solutions. Il faut retrouver le véritable sens de l'activité humaine.
Et le pape François recommande que l'Europe retrouve sa bonne âme, c'est-à-dire la culture, la vie de l'esprit, le sens des communautés humaines. Jacques Delors dit de son côté « Il faut ranimer le débat intellectuel et spirituel sur l'Europe ». Son identité aussi est en cause. J'en ai parlé tout à l'heure. D'un côté, il y a l'Europe marché, celle que souhaitent les Britanniques. D'ailleurs, les Britanniques ont fait abandonner l'appellation communauté pour lui substituer la simple union, et ils souhaiteraient, Cameron le demande, faire disparaître du préambule dont on parlait tout à l'heure du traité, la notion d'intégration sans cesse plus étroite. Ils veulent rester dans une Europe marché. En face, il faut que nous développions une Europe civilisation, plus large que les seules valeurs, mais moins universelle que ces seules valeurs, parce que sinon on va se dissoudre dans les valeurs de l'Occident tout entier. L'Europe est née par l'histoire, c'est une unité historique et culturelle. Et Renan l'a bien dit dans sa conférence sur qu'est-ce qu'une nation, l'Europe, comme les nations, c'est d'avoir fait de grandes choses ensemble et de vouloir en faire encore. Alors on parlait de la crise morale et spirituelle. Un mot de ce vide spirituel, Jacques Osler. Eh bien, l'Europe est un peu comme les taxis, elle est libre, c'est-à-dire qu'elle est vide. On constate une exacerbation de l'individualisme, de l'opulence et de l'indifférence, comme dit François. Un oubli des devoirs, un consumérisme exagéré qui conduit à un épuisement des ressources non renouvelables, à une pollution au détriment des nouvelles générations. Et Benoît XVI rajoute que la non-écoute des citoyens conduit à une apostasie des valeurs qui conduit elle-même à une dérive bureaucratique et techniciste. Là-dessus, ils semblent d'accord tous les deux. Ils semblent d'accord tous les deux et l'Europe, effectivement, est face à une bifurcation. Soit un recroquevillement est sorti de l'histoire, avec les risques de repli égoïste, communautaire ou nationaliste, ou bien retrouver son âme dans la civilisation de la vie, de l'amour et de l'espérance. Est-ce que nos papes apportent des solutions, même s'ils pointent du doigt les difficultés ? Oui, Jean-Louis s'efforce de le faire. Notamment, il propose que des principes partagés de subsidiarité et de solidarité, de reconnaissance de la dignité de la personne, et puis de définition ensemble du bien commun, soient les moyens de retrouver l'espérance. Jean-Paul II dit, par exemple, qu'il faut construire l'Europe comme communauté d'hommes et non seulement comme expression géographique d'une pluralité de nations. Il faut construire une nouvelle Europe, l'enrichissant d'un esprit, d'un idéal, d'une âme, car une vraie communauté humaine ne peut exister sans ses valeurs culturelles et spirituelles par lesquelles l'homme devient davantage homme. François, lui, est plus concret. Devant le Parlement européen, il a proposé que l'Église entre en dialogue avec les institutions européennes pour aider à rétablir la confiance et l'espérance en luttant contre les extrémismes et le vide. Et pour ce faire, il faut maintenir vivante la démocratie, investir dans l'éducation, favoriser le processus de croissance de la personne humaine, en soutenant la recherche scientifique, en développant un travail flexible et stable, ce que fait l'Italie mais ne fait pas la France, en défendant une écologie globale, environnementale et humaine, et en répondant à la question migratoire, ô combien importante aujourd'hui, de façon pertinente et ouverte. Jacques Osler, vous allez maintenant dans un nouveau chapitre évoquer l'Europe modèle exhortatoire. C'est quoi ? Alors, l'Europe modèle, c'est ce que proposent tous les papes, parce qu'ils reconnaissent que l'Europe unie préfigure la solidarité universelle de l'avenir. Ça, c'est Robert Schuman. C'est-à-dire qu'elle est un modèle institutionnel pour une gouvernance universelle. Dans cette affaire-là, l'Europe a une place éminente dans la géographie culturelle du monde. C'est un précieux point de référence pour toute l'humanité, dit le pape François. L'Europe a une culture exceptionnelle qui lui assure la capacité de reprendre son leadership dans le concert des nations et de remplir son rôle qui est de montrer le chemin. Alors bien sûr,
À la suite de cette déclaration, il y a une exhortation des différents papes, une sorte de vif encouragement pour que l'Europe ne soit plus grand-mère, mais redevienne mère, comme dit François. François l'interpelle encore, cette Europe fatiguée et pessimiste qui ne semble plus capable d'affronter la crise avec la vitalité et l'énergie d'autrefois. Où est ta vigueur? Où est ton esprit d'entreprise et ta curiosité? Où est ta soif de vérité? Cependant, si l'Église a des racines chrétiennes, l'Église montre qu'elle n'a pas que des racines européennes. Et elle rappelle qu'elle est universelle. Alors en conclusion, Jacques Oessler, que peut-on dire de ces relations entre le Vatican et l'Europe? Eh bien, Jean-Louis, que l'Europe doit avoir une conscience de sa propre identité. C'est nécessaire pour poursuivre son élargissement, pour poursuivre sa construction et pour dialoguer autour d'elle et pour rétablir la confiance dans ses institutions et dans son projet. L'Europe, disent les papes, doit redécouvrir sa bonne âme. Et le rôle de l'âme, je cite, est de soutenir le corps, d'en être la conscience, c'est-à-dire il faut qu'on ait un idéal et pas seulement un marché pour idéal. C'en est la conscience et la mémoire. Et ce faisant, l'Europe est proche de l'identité des nations. Le christianisme et l'Europe ont vécu une histoire bimillénaire qui se poursuit encore aujourd'hui. La seule étude des récits ou romans nationaux met en exergue les affrontements, les guerres civiles européennes. L'histoire longue démontre la communauté de civilisation, notamment par sa composante religieuse, même si cette composante a connu une diversité compétitive entre le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie, en face de l'islam. Voilà pour les racines. Mais la cime de l'arbre doit continuer de s'élever. Martin Schulz, le président du Parlement européen qui avait invité François, a remercié le pape en lui disant « Vos paroles sont une orientation dans une période désorientée. » Je souhaite qu'il en soit de même pour nous. Il faut en effet alimenter la réflexion critique qu'appelait Jacques Delors. Merci Jacques Oessler. Rendez-vous dans un mois. On peut également vous suivre sur le site dédié que vous allez nous rappeler. Mouvement-européen-lorraine.fr. Merci Jacques et au mois prochain.